Ah, c'est vraiment génial. Vous verrez. On entend la presse bien. Ouais. Bon, là, on va aller leur faire le temps qui sort, on installe la table, on met les... Je ne pas, mais quand même. Sur le dernier plateau, il y a un plateau où on peut garer les voitures. Là, on se met tout d'abord. Voilà, je vais vous inviter à vous rapprocher de l'esplanade Moutet. L'esplanade Moutet. Ah, donc... Alors, bonjour à tous. On va attendre un petit peu. Je vois qu'il y a des personnes qui sont un petit peu loin là-bas. Donc à l'occasion, vous le savez, de l'inauguration de la célébration de la chapelle Matisse, eh bien, le musée souhaite vous inviter. Alors, c'est une longue journée aujourd'hui, vous l'avez compris. On sera ce soir même à la Villa Le Rêve avec du jazz. Mais c'est une longue journée. On va commencer ici avec un débat, une mise en bouche, si vous voulez, sur le thème de la culture et du territoire surtout. C'est vrai que le territoire Vansouais, il est, je trouve, très attrayant. Regardez, on est sur un super endroit avec... on s'en rend plus compte parce qu'on le voit tous les jours, mais on a le vallon de la Siagne, on a Sébaou, et puis, puisque c'est l'inauguration, on a la chapelle, bien sûr, et puis si on regarde un petit peu derrière, on a même, si on a l'œil un peu fin, on voit la Villa Le Rêve. Alors, le thème, donc, c'est culture et territoire, et puis il y a surtout ses partenaires. Alors, les partenaires, c'est très important. Autour de la table, vous avez, parce que quand il y a eu ce débat, je me suis dit ça va être très compliqué en 3 quarts d'heure de faire quelque chose. Eh bien non, puisque tous les partenaires sont là, donc il n'y a pas de difficulté. Et je vais présenter, donc il y a Karine Delmont. Karine Delmont, on la connaît bien puisqu'elle est responsable de l'agence Crédit Agricole Avance. À ses côtés, à sa gauche, il y a Pierre Gortina, vice-président du conseil d'administration du Crédit Agricole pour créer la Provence, Côte d'Azur. Ensuite, nous avons Thomas Lafont, qui nous a fait le plaisir... non, c'est pas Thomas Lafont, c'est Julien. C'est Julien, oui, parce que je me trompe. C'est Julien, donc Julien Gartner, qui est directeur de la culture pour l'Université Côte d'Azur. On reviendra sur le terme, c'est vrai que ça... On s'est vu hier, il y a Thomas Lafont, là je ne me trompe pas, qui a fait le déplacement. Alors Thomas Lafont, c'est lui qui est responsable un petit peu. S'il y a des microfolies en France et à l'étranger, on va dire que c'est un peu grâce à vous. Thomas Lafont, et puis, donc c'est, si on doit vous présenter correctement, c'est la Villette, le Grand Parc, c'est ça, et puis la Grande Halle, surtout. Voilà. À vos côtés, il y a le responsable de relations interinstitutionnelles pour les musées, la réunion des musées nationaux. Merci d'être venu, vous êtes venu de Paris. Et on est super content, il faut être très clair. C'est donc Thomas François Stéphane Hamon.
À vos côtés, il y a Jean Iborra, qu'on connaît bien. Là, je suis dans les têtes que je connais bien, donc je ne vais pas me tromper. Jean Iborra, le directeur du musée, le responsable du musée, et puis surtout le responsable des affaires culturelles pour la ville de Vence. Et puis, sur mon petit territoire, j'ai Gilles Vernus qui est adjoint aux arts et à la culture. C'est pas juste adjoint à la culture, hein. Vence, c'est aux arts, c'est très important, et à la culture. C'est 2 fois le travail. On fait 2 fois le travail. Alors, Gilles, je vais vous demander d'ouvrir vos micros, de couper les portables, c'est déjà fait, mais d'ouvrir les micros et de prendre les micros. Genre, si vous voulez bien prendre un micro devant, oui, parce que vous êtes obligé de parler dans les micros. Là. Pour le petit mot de bienvenue, ça serait pas mal, mais surtout, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. La politique culturelle municipale, comment on organise tout ça, sachant qu'on doit prendre en compte le territoire, la population. Je vous laisse la parole. Merci Frédéric. Alors avant de répondre à la question, je vais remercier quand même très rapidement, parce qu'on a un tout petit format d'échange, et je vais remercier les personnes, les amitiés qui sont venues. Elles se reconnaîtront, je pense à Philippe particulièrement. Voilà. Donc je le remercie de tout cœur. Je remercie aussi les collègues de la municipalité, c'est très important parce ça répond un petit peu en partie à la question. On a une équipe qui est soudée depuis le départ et qui est toujours soudée. Donc je remercie les collègues adjoints, conseillers qui sont là présents, parce que si on fait une politique culturelle, il faut qu'on soit accompagné et qu'on ait un mouvement de masse. C'est très important pour répondre aux besoins et aux besoins des Vensois, et puis pour conduire des projets. Ça ne marche pas tout seul, c'est en équipe, c'est la notion d'équipe, et ça j'insiste dessus. Voilà. Je remercie bien sûr Jean Iborra qui est à mes côtés, qui a été à chaque seconde l'artisan vraiment fin de cet événement, du 70e anniversaire de la chapelle Matisse. Et là, bien sûr, je remercie tous les partenaires, mais ça sera fait à multiples occasions, hein, la RMN, la Villette, l'université, etc. Vraiment, de tout cœur. On va les Crédits Agricoles, bien sûr, et les établissements Leclerc qui ne pouvaient pas être là, mais qui ont participé, bien sûr, à l'événement. Des fidèles partenaires. Donc, c'est une politique culturelle qui se veut innovante et qui ouvre une nouvelle ère. J'ose le dire. Là, je vois le directeur de cabinet qui est en face de moi, André Delat, qui a parfaitement accompagné le projet depuis plus d'1 an, depuis la prise de fonction, donc pas plus d'1 an, mais 1 an, un petit peu moins pour son arrivée, mais il y a un travail d'équipe aussi avec lui. C'est la conduite d'une vision. La culture, c'est les œuvres de l'esprit. Et si on doit répondre au territoire, on ne peut pas désolidariser l'esprit du corps. C'est un poncif en philosophie, hein, ce que je raconte là. Mais si on coupe les racines du territoire par rapport au travail de l'esprit, que ce soit une pratique artistique plastique, que ce soit la musique, que ce soit les livres au niveau de la médiathèque, des nouveaux médias numériques, etc., on ne peut pas réussir l'enjeu du futur sans regarder le passé. Et c'est pas être passéiste que de s'enraciner dans le territoire. Donc culture et territoire, à notre échelon de Vence, c'est très important d'avoir un autre territoire national qui est représenté ici par la Réunion des musées nationaux Grand Palais, et puis la Grande Halle de la Villette, et puis l'université sur un échelon départemental et régional. Donc ça, là je le redis formellement, merci de participer à cette aventure qui va durer plusieurs années, puisqu'il y a un projet lié à la Villa Le Rêve, je ne vais pas développer, mais qui est un des exemples de la culture, de la politique culturelle que nous voulons mener sur le territoire de Vence et du bassin vensois et du département, de la région, etc. Matisse, je finis là-dessus. Matisse, c'est un phare pour nous à Vence, c'est un phare qui rayonne au-delà de toutes les frontières. Donc c'est un joyau qu'on a décidé à la municipalité avec Monsieur le maire, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, ici, dans ma voix, j'allais dire dans mon cœur, oui, parce qu'il a souhaité, avec les collègues de l'équipe municipale, impulser quelque chose au niveau de Matisse. Parce qu'on a un joyau et il faut le développer. Voilà. Donc le territoire, on a tous les éléments et on met tout en œuvre. Vous les voyez ici, les acteurs principaux
nationaux, départementaux, etc., pour réussir ce défi, ce beau défi. Voilà, on y travaille tous les jours à faire un tissu de territoire, un tissu culturel de territoire. Voilà, je vous remercie. Oui, et donc celui qui met en musique, j'allais dire, la politique municipale, c'est Jean Ibora, puisque vous travaillez quotidiennement, tous les jours, vous êtes en contact. Alors Jean, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à préciser, c'est qu'à Vence, il y a aussi une régie culturelle, il y a une volonté, c'est important ça, il y a une volonté d'être sur le territoire. Alors ma question, ça serait ça, peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette régie et son action, et puis cette volonté, parce qu'on l'a bien senti là depuis que vous êtes là, mais c'est vrai, il y a une énergie nouvelle, c'est-à-dire une volonté de passer une étape, d'aller vers autre chose, d'autres territoires, comme l'a dit Gilles. Alors, pour ce qui concerne la régie, c'est vrai que c'est une originalité à Vence. Il y a un établissement public, de la manière qu'il y a des établissements publics nationaux, il y a un établissement public municipal qui regroupe le musée de Vence, la médiathèque, le conservatoire et le centre culturel municipal. Et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de bras armé opérationnel de la ville pour mettre en œuvre la politique culturelle. Pour ce qui concerne les enjeux, peut-être je pense que c'est bien de resituer le contexte dans lequel on s'exprime aujourd'hui. On sort du Covid, et il y a une dimension d'enthousiasme de tous retrouver la possibilité d'ouvrir les lieux à nos publics. Et la grande leçon du Covid, ça a été que la culture a beaucoup souffert et qu'on a vu de façon très manifeste le fait qu'un pays, que des territoires sans culture, il y a un manque profond. C'est-à-dire que la culture, elle est indispensable au bon fonctionnement d'un territoire. Parce que la culture, à mon sens, et je pense que c'est partagé par les professionnels, c'est très intéressant de les écouter sur ce plan-là, la culture, elle contribue au même titre que d'autres enjeux et la main liée ou la main dans la main avec d'autres enjeux qui sont des enjeux économiques, qui sont des enjeux touristiques, qui sont des enjeux éducatifs, qui sont des enjeux artistiques, au premier chef d'ailleurs. Elle contribue à la vitalité d'un territoire, au fait que les habitants sont bien dans leur espace et qu'on a le sentiment de partager un avenir commun, une façon de se projeter dans l'immédiat territoire. Et donc, effectivement, la façon la démarche qui est celle du musée de Vence, de la ville de Vence, et la régie culturelle est un outil, mais rien d'autre, c'est effectivement de développer des partenariats qui permettent de travailler en articulation à différents niveaux. Et ces partenariats, ils peuvent être soit dans le champ éducatif, comme c'est le cas avec l'université au plan régional, ou bien ils peuvent être au plan artistique du développement de propositions culturelles avec des grandes institutions nationales qui innovent, qui ont leur surface de production ou de visibilité nationale ou internationale sur les grands enjeux, qui ont les moyens d'élaborer des concepts nouveaux et de proposer des choses nouvelles. Et par exemple, le monde de la culture, comme tout le monde des métiers en général, est traversé par un enjeu absolument majeur, qui est celui du numérique, qui bouleverse complètement les métiers de la culture, les métiers de la transmission, les métiers de la médiation, les métiers des artistes eux-mêmes. Et donc, par exemple, la Villette, à l'initiative du ministère de la Culture, a développé ce concept innovant de microfolie. Et la ville de Vence, le musée, s'est positionné assez rapidement pour développer ça, parce qu'effectivement, c'est un moyen complémentaire pour faciliter l'accès des œuvres au plus grand nombre. De la même manière, la RMN Grand Palais développe aussi tout un projet et un certain nombre d'actions autour du numérique, et notamment des choses qui se passeront dans la Grande Halle, au Grand Palais, quand les travaux seront terminés. Donc effectivement, je pense que notre rôle, c'est de grouper les forces, d'unir les compétences de manière à faire jouer les ajustements, les liaisons entre les différentes forces pour que on fasse bénéficier aux habitants de ce territoire du meilleur des compétences et des forces. Alors, là, vous avez prononcé le mot de regrouper les forces, donc ça passe par du partenariat. Et je voudrais ajouter, un dernier point, que dans les territoires, il y a l'importance des acteurs publics, institutionnels, que nous représentons ici, mais il y a aussi l'importance des acteurs privés,
qui a un rôle très fondamental en fait dans l'économie de la culture. En général, on y pense moins, mais le fait par exemple qu'il y ait le Crédit Agricole avec nous, et je ne suis pas sans savoir que le Crédit Agricole était parmi les mécènes qui ont permis d'acquérir la dernière œuvre de Matisse pour le musée de Lyon. Cette présence-là, elle témoigne, à mon avis, de la bonne conjugaison des forces pour la vie d'un territoire au service d'une politique municipale. Donc je salue aussi la présence et le soutien du Crédit Agricole et de l'établissement Édouard Leclerc dans cette célébration. Bon, c'est dit. Oui, donc en tout cas, oui, Jean, par contre, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y aura un moment important, puisqu'il y aura la signature de 2 conventions, 2 partenariats, puisque c'est le mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Alors, c'est sûr que vous avez, par exemple, sollicité, donc je vais vous demander de passer le micro, puisqu'on n'en a pas 50, à François-Stéphane Hamon. François-Stéphane Hamon, bon, j'allais dire, il faut présenter la maison, parce que c'est une grande maison. Non, mais c'est vrai, c'est une grande maison, la Réunion des musées nationaux. Et puis, on a un petit peu discuté, donc vous êtes partout, quoi. Je veux dire, non, mais il faut être clair là-dessus. Il y a une expertise, il y a tout. Bon, c'est l'accompagnement qu'il va y avoir avec Vence, mais Alors déjà, oui, remercier la ville de Vence du coup pour son invitation, et puis pour resituer effectivement la Réunion des musées nationaux. Donc la Réunion des musées nationaux, c'est un vieil établissement public, puisqu'il date de la fin du 19e siècle. Le Grand Palais y a été ajouté en 2011, mais depuis le début, depuis l'origine même de la Réunion des musées nationaux, il y a cette idée de favoriser l'accès à la culture partout, sur tous les territoires, maintenant national et aussi international, puisqu'on est aussi présent à l'international. On peut produire des expositions pour l'extérieur, et on a un certain nombre de savoir-faire. On a plus de 120 métiers qui sont représentés à la Réunion des musées nationaux. Donc on fait de la production d'expos, de l'accueil de public, des cours d'histoire de l'art. On a un atelier également de graphique, de moulage. On a des éditions, c'est une maison d'édition, et un certain nombre de projets comme ça territoriaux qui sont développés par la Réunion des musées nationaux. Une banque photo, une agence photo absolument qui permet quand même d'ailleurs assez largement de pouvoir diffuser l'art. D'ailleurs, c'est aussi avec nos amis donc de la Villette, du coup aussi on est partenaire fondateur des Microfolies, et du coup cette banque d'images elle sert aussi comme ça à d'autres acteurs publics, privés ou publics d'ailleurs, peu importe. Et donc voilà, la Réunion des musées nationaux, c'est ça, c'est un établissement assez polymorphe, assez large, avec énormément de savoir-faire, et qui a dans son ADN donc cette vocation de faire circuler l'art et de travailler avec les territoires, de proposer des savoir-faire aussi même en ingénierie, comme c'est un peu le cas ici avec le partenariat qu'on va signer avec la ville de Vence, dans l'idée comme ça d'accompagner une ville dans l'élaboration d'un projet culturel. Voilà, ça fait partie de nos missions et ça fait partie des services qu'on propose dans les collectivités. Et puis je vais vous tendre la perche, puisque c'est bientôt les vacances, on y est. Si je vous dis camping, vous allez même jusque-là, dans le territoire. Alors oui, absolument, on va même jusque dans les campings. Effectivement, ça fait partie des projets qu'on développe dans les territoires. Donc cette année, on a lancé, c'est de mes collègues qui y travaillent, et donc on a lancé une opération avec le ministère de la Culture aussi d'ailleurs, qui est un projet du musée au camping. Et donc en fait, il y a un certain nombre de campings de France qui se sont embarqués avec nous dans ce projet. Et l'idée, c'est de faire articuler comme ça l'art dans le camping, de proposer des cours d'histoire de l'art dans le camping, et de montrer à des estivaliers, des gens qui sont là en vacances, de leur montrer qu'est-ce qu'il y a à faire autour du lieu de villégiature, et comme ça de créer une passerelle entre la proposition, qu'elle soit muséale ou qu'elle soit juste patrimoniale, une église ou un bâtiment, quel qu'il soit, et puis ce lieu de résidence en fait. Donc ça fait partie effectivement des choses qu'on fait. On l'avait fait l'an dernier aussi dans le cadre de l'été culturel et apprenant, les rencontres fortuites, qui avait permis comme ça, donc au moment où d'ailleurs on avait été déconfiné, donc il y avait vraiment un vrai besoin de recréer du contact entre les artistes et les populations. Et donc on avait comme ça envoyé une quarantaine d'artistes de toutes disciplines différentes, qu'elles soient numérique, théâtre, musique, danse, toutes les disciplines artistiques étaient représentées, et ils ont fait comme ça une centaine de dates quasiment, dans une 60aine de lieux en France. Et c'était donc le principe de rencontre fortuite, c'est-à-dire que l'artiste était là, un peu comme si on pouvait monter des tréteaux comme avant sur une place, et puis le lendemain on était parti. Donc c'est toutes ces dynamiques-là en fait pour recréer du lien effectivement, et en partant du principe qui est quand même une donnée, on en parlait tout à l'heure sur la dimension même touristique et l'attractivité d'un territoire. Quand on sait qu'un Français sur deux, enfin du moins un visiteur sur deux a une activité culturelle durant ses vacances,
Ça montre bien qu'en fait, cette culture, elle doit pouvoir être portée par des acteurs effectivement institutionnels ou même privés, d'ailleurs, peu importe. Mais dans les deux cas, il y a toujours, en tout cas, ça fait partie je ne trouve pas mon terme, mais en tout cas, ça fait partie de l'attractivité de ce territoire, d'avoir une offre culturelle et pour faire venir du monde, et ensuite, après, ça participe effectivement à l'économie générale d'un territoire et d'un bassin de vie. Et la convention va permettre tout ça. Et puis hier, vous m'avez dit un petit mot comme ça, lâché de votre part, vous m'avez dit le territoire, c'est la base. Alors moi, je l'ai pris au pied, pardon. Ouais, et donc du coup, c'est vrai, là vous allez accompagner la ville de Vence sur le secteur culturel, mais pas que, à mon avis, justement. Quand on dit c'est la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégralité, lorsque vous intervenez en tant qu'expert sur le territoire, vous allez commencer par ça. Il y a l'audit, il y a le terrain, on sent, on veut être en lien, comment? Dans l'audit, effectivement, il y a d'abord l'échange avec le partenaire, savoir qu'est-ce qu'il veut. On part toujours, effectivement, c'est de la co-construction, mais ce n'est absolument pas descendant, c'est-à-dire que c'est vraiment construit avec et pour le territoire. Chaque projet est unique, on ne va pas proposer le même projet. Suivant le territoire, il y a plein de facteurs divers. Ça peut être la desserte, ça peut être l'offre culturelle qui existe. Il y a tout un écosystème autour de la culture qu'il faut prendre en compte et qu'il faut savoir effectivement expertiser dans l'ingénierie qu'on pourra apporter à cette ville, oui, bien sûr. Voilà. Oui, il fallait le dire. On travaille terrain, territoire. Alors, vous avez parlé des microfolies. Eh bien, tout à l'heure, donc il y aura. Non, je ne vais pas vous demander. Il y a un autre micro. Enfin. Microfolies, on va signer ce partenariat. Alors moi je suis même allé faire un petit tour déjà, puisque l'inauguration officielle c'est dans quelques instants, mais c'était ouvert avant, on était très contents du reste. J'ai même fait un petit tour de 360 degrés, puisque Morgane, l'animatrice, était là, j'en ai profité. Alors, Microfolies, on va expliquer quand même, parce que c'est la première question, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est bien, du reste que ça choque un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une Microfolies et à quoi ça sert? Quel est un petit peu l'objectif? Je pense que c'est intéressant de l'expliquer, sachant que nous, on a déjà même eu une conférence, parce qu'on va parler université tout à l'heure, on a déjà utilisé le lieu, l'inauguration maintenant, mais on a déjà utilisé ce lieu. Quel est un petit peu l'objectif de cette plateforme, de cet espace Thomas Lafont, c'est ça que vous attendiez, Thomas Lafont. Merci en tout cas de votre invitation. Donc, moi je représente effectivement le projet Microfolie, établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette. Donc je m'exprime ici au nom de l'établissement sous contrôle de ma directrice qui est présente, Christelle Glazaille, qui est assise ici, directrice de la production de la Villette. Donc Microfolie, effectivement, c'est un projet que nous mettons en œuvre sous le pilotage du ministère de la Culture. C'est un dispositif national qui est coordonné, mis en œuvre par la Villette, en lien avec les services de l'État et les DRAC. Je salue également et je remercie la DRAC PACA qui est représentée, je crois, aujourd'hui par Isabelle Mies et Marine Berrido. Donc je les salue et je les remercie de leur soutien. Microfolie, c'est un outil d'éducation artistique et culturelle qui, effectivement, a vocation à intégrer un territoire, intégrer un lieu territorial. Donc, il y aura une démonstration tout à l'heure de l'outil Microfolie qui est présent désormais grâce à l'implication et l'engagement de la ville de Vence et le soutien de différents partenaires, notamment du département des Alpes-Maritimes. Donc, un musée numérique, des tablettes, des écrans qui permettent d'avoir accès en très haute définition à des milliers d'œuvres numérisées, des tableaux, des sculptures, des arts vivants également. Et donc, cet outil qui s'incarne d'abord dans un lieu de vie, un lieu de proximité, un musée municipal qui a des publics et dont Microfolie enrichit l'offre et enrichit l'animation, enrichit la vie locale. Microfolie, c'est aussi la possibilité de créer du lien, du partenariat avec les acteurs culturels locaux, les autres lieux culturels du territoire, la médiathèque, le conservatoire, les écoles de musique et de danse, le théâtre, etc. Les établissements scolaires, naturellement. Le public scolaire est une cible pas exclusive, mais prioritaire, majeure de l'outil Microfolie. Donc il y a ce lien avec les acteurs qui se fait et qui crée l'ancrage territorial.
et la possibilité de décliner des parcours d'éducation artistique et culturelle qui peuvent être inscrits dans les autres dispositifs mis en œuvre par l'État, dans les conventions, les contrats mis en œuvre par les DRAC, et des parcours qui vont associer le théâtre, la médiathèque du territoire, et c'est ce qui existe aujourd'hui dans les 130 microfolies qui font partie du réseau national des microfolies, qui est en extension. Le ministère de la Culture nous a donné la mission de déployer plusieurs centaines de microfolies sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un outil qui permet d'apporter de la transversalité sur le territoire, de créer du lien. C'est un outil aussi qui s'incarne, je souhaite insister là-dessus, par une médiation humaine. Donc microfolie, c'est aussi une équipe ou un agent de médiation, un médiateur, une médiatrice, qui accueille, qui accompagne, qui participe de rendre ces contenus accessibles en accueillant des publics qui ne sont pas forcément habitués à franchir la porte d'un musée, d'une médiathèque ou d'un lieu de spectacle, et donc qui informe, transmet des connaissances, oriente vers la médiathèque, le musée physique, qui crée, qui exprime, développe ce pont à construire entre le musée numérique et le musée physique. Donc transversalité, et puis pour conclure, microfolie, nous le développons aussi, c'est la mission qui nous est donnée, c'est un objectif très fort. Nous le développons dans une logique de réseau, c'est-à-dire que nous mettons en lien les microfolies entre elles, donc nous mettons en lien les territoires aussi d'une certaine façon, avec beaucoup d'autres acteurs évidemment qui remplissent cette mission, mais l'outil microfolie permet en tout cas de connecter différents lieux dans lesquels les microfolies sont installées, des musées, des médiathèques, des centres sociaux, des lieux de patrimoine, des lieux parfois inattendus comme un ancien palais de justice à Pont-de-Mer par exemple en Normandie. Donc des lieux qui sont connectés entre eux, des équipes de médiation qui sont connectées entre elles, des collectivités qui sont connectées entre elles et qui peuvent s'échanger des outils de médiation, des retours d'expérience. Donc il y a une logique de mise en commun, de mutualisation. Et pour donner un exemple, on peut imaginer sur une thématique artistique, sur une thématique d'histoire de l'art, grâce à la technologie du musée numérique, de microfolie, on peut imaginer plusieurs visions, plusieurs regards sur une même thématique, sur, mettons par exemple l'art pendant la Renaissance italienne. La médiatrice de la microfolie de Vence aura sa vision, son regard, pourra proposer une sélection d'œuvres données sur cette thématique, à proposer à ses publics. L'équipe de médiation de la microfolie de Nice aura un autre regard. Celle de Marseille aura un regard encore différent, qui sera unique également. Et bien au-delà, à Lille, il y a une microfolie également, à l'autre bout de la France, à l'international, au Pérou, en Chine, en Égypte, etc. Donc chaque médiateur va pouvoir apporter sa propre définition de l'art sous la Renaissance italienne et la partager, la confronter avec ses collègues en réseau. Nous apportons des outils, des événements qui permettent de partager ce type de médiation. Et donc c'est aussi la valeur ajoutée de microfolie, d'apporter à la fois des contenus et démarches de médiation sur un territoire et d'ouvrir sur d'autres territoires, sur des territoires voisins et sur des territoires lointains pour, encore une fois, mettre en commun et faire réseau. Il y avait cette petite phrase que je me suis intéressé à Microfolie, de votre, c'est Didier Fusilier, votre président, il disait amener le musée là où les gens vivent. Ça dit bien, c'est le territoire, c'est le résumé. Tout à fait, c'est un lieu culturel de proximité, là où les gens vivent. Alors à votre droite, il y a quelqu'un qui a le sourire, qui n'a pas de micro, mais qui va en avoir un dans quelques instants, c'est Julien Gartner. Julien Gartner, alors moi je sais pourquoi vous avez le sourire, c'est parce que vous avez à nouveau, vous avez eu la labellisation, donc qui va vous permettre, ça va ouvrir des
des portes énormes pour l'université. Donc, vous allez en parler de la labellisation parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est tout récent, en plus, c'est le 30, là, c'était il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'Avance, il y a un partenariat très important avec l'université et puis la ville de Vence, puisqu'il y a 2 diplômes. Il y a le DU, Histoire de l'art et archéologie, et puis il y a le MAC. Alors le MAC, ça fait un peu, c'est le Master Action culturelle, management culturel, attention, avec l'IAE, donc il y a des cours Avance, carrément. Donc, vous m'avez bien expliqué que depuis 10 ans, Gilles Vernus, vous m'avez bien expliqué que l'université, il fallait quand même bien comprendre que ce n'était plus qu'à Nice. Maintenant, on est partout sur le territoire, justement. On est dans les Alpes-Maritimes, et peut-être 2 mots avant sur la labellisation, c'est important. Ah si, c'est l'occasion. Julien. Merci à la ville de Vence d'avoir organisé ce rendez-vous. Moi, je représente ici Yannick Bliss-Walter, qui est le président de l'Université Côte d'Azur, Sylvain Lison, qui est le vice-président culture et directeur de la Villa Arsan, et évidemment Jean-Baptiste Pisano, qui aurait probablement dû être là à ma place, qui est l'enseignant qui a porté à la création de ces formations management de l'art et de la culture. Et qui a donné un cours il y a une semaine sur Matisse. Et qui réunit plus d'une centaine d'étudiants tous les ans à Vence, ce qui n'est pas négligeable, même si aujourd'hui l'Université Côte d'Azur c'est plus de 40 000 étudiants, mais une centaine d'étudiants sur une formation aussi spécifique et pointue à Vence, un master qui est classé 7e au niveau national dans sa discipline, qui est international, voilà, il y a beaucoup de jolies choses à dire sur cette formation. Effectivement, vous l'avez dit Gilles, 10 années de mariage entre l'université, feu l'université de Nice et l'université Côte d'Azur désormais. Vous l'avez dit, je vais peut-être le souligner, les gens, c'est peut-être pas encore passé dans la connaissance de tout le monde. L'université de Nice-Sophie Antipolis s'est transformée en université Côte d'Azur il y a maintenant 6 ans, sous l'impulsion de Frédérique Vidal, qui est devenu la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis. Et donc l'Université Côte d'Azur, c'est un regroupement d'établissements. Donc c'est non seulement l'université, mais c'est les centres de recherche de Sophie Antipolis, c'est l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est Schema Business School aussi à Sofia, c'est dans le domaine des arts et de la culture, c'est la Villa Arsan, c'est le pôle national supérieur de danse Rosella Hightower, c'est l'école régionale d'acteurs de Cannes-Marseille, c'est l'ESRA, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, l'école supérieure de design, le conservatoire régional. On est associé aussi à Piste d'Azur, qui est une école de circassien à la Roquette-sur-Siagne. Et c'est plus vraiment un mystère maintenant, mais il y a une formation qui est en train de se monter avec l'école nationale supérieure Louis Lumière. Voilà, aussi au sein de l'Université Côte d'Azur. Qui vient de s'installer au studio de la Victorie. C'est ça. Donc l'Université Côte d'Azur, c'est un regroupement de... il y a aussi l'INRAE, l'INSERM, etc. Donc, bref, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais effectivement, l'Université Côte d'Azur a été labellisée, a eu la confirmation de son label Initiative d'Excellence. L'initiative d'excellence, ça concerne uniquement 8 universités en France, donc c'est une dotation du gouvernement, une forme de rente. On a eu une période d'essai pendant 4 ans pour tester ce consortium et ce regroupement. C'est désormais pérennisé, donc c'est une rente de 15 millions d'euros supplémentaires pour le budget de l'université à investir dans la formation, la recherche et l'international, et notamment dans le nouvel axe stratégique de l'Université Côte d'Azur qui est art, culture et création. Il y avait jusque-là, sur la première vague de l'IDEX, il y avait 3 axes stratégiques autour du territoire et du risque, donc toutes les questions de risque sismique, météorologique, développement durable, les défis du numérique, avec évidemment Sophia en pôle, et puis santé, vieillissement, bien-être, là aussi qui correspond à une des problématiques du territoire, et désormais art, culture, création fait partie des nouveaux axes stratégiques, donc en partenariat avec la ville de Vence. On est en train d'imaginer des dispositifs, puisque cette initiative d'excellence, elle permet à l'Université Côte d'Azur d'investir dans des dispositifs. Je pense aussi particulièrement à un dispositif de soutien à la création émergente. Vous en avez parlé, Jean, la crise sanitaire fait que les artistes ont beaucoup souffert, notamment les jeunes artistes, les artistes émergents, qui ont eu plus de difficultés qu'à la normale de trouver leur place et de trouver du travail. Et donc là, on a mis en place un dispositif de soutien à la création pour les étudiants en cours de cursus, et sorti au plus tard il y a 5 ans de nos écoles d'art et de design. Et donc évidemment un des projets qu'on veut mener ensemble, notamment au sein de la Villa Rêve, je vous en parlais, c'est d'imaginer que cette villa puisse devenir une résidence d'artistes, de jeunes artistes, d'artistes émergents,
pour ce dispositif de soutien à la création. Évidemment, en définissant ensemble des thématiques, mais nous, Université Côte d'Azur, on est sensible à la question de l'émergence, à la question de l'espace méditerranéen, qui est juste de l'autre côté, qu'on voit. Vous nous avez pas donné l'appui sur la Méditerranée aujourd'hui, mais on est vraiment sensible à ces questions de genre, d'identité, aux questions de société. Bref, il y a tout un champ des possibles à travailler ensemble, désormais, grâce au fait que l'Université Côte d'Azur soit une des 8 universités françaises intensives en recherche, avec cette labellisation initiative d'excellence. Ouais, j'allais dire, vous avez tout dit, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire. De toute façon, il y a toute la journée pour en discuter, hein, parce que culture et territoire, on va en parler toute la journée. On va se dépêcher un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a notre inauguration. Mais on va terminer cette table ronde, merci Julien, on va terminer cette table ronde avec le Crédit Agricole, le Crédit Agricole qui est particulièrement partenaire pour ses 70 ans, mais qui est aussi partenaire d'une manière générale sur la culture. Alors, je sais pas, Karine ou Pierre, j'allais dire, vous, très naturellement, vous écoutez ces discours, puisque de toute façon, vous êtes là-dedans, vous êtes dans les H, c'est une banque mutualiste, hein, on est d'accord. Oui. Donc c'est très important, il y a un état d'esprit. Et puis j'ai l'impression, et vous me l'avez dit, c'est dans votre ADN, cette espèce de travail sur le territoire. Oui, je vous remercie de nous avoir invités, mais quand je dois parler de Crédit Agricole, je ne peux pas m'empêcher de revenir aux sources. Le Crédit Agricole a été créé il y a 130 ans avec une idée d'entraide, la mise en commun de moyens au service de chacun. Et cette ADN, cette entraide, nous l'avons gardée au travers de beaucoup d'actions. La culture, ADN, action sur notre territoire proche, c'est la force du Crédit Agricole, les caisses régionales qui sont proches de leur territoire, former également des caisses régionales encore un petit peu plus proches du territoire. Et tout ça fait que la culture pour nous, c'est la culture, le patrimoine est partie de presque notre quotidien. Beaucoup d'associations avancent et savent que nous sommes là pour les aider. Et nous le faisons avec grand plaisir dans la mesure de nos moyens. C'est vrai que notre aide est un petit peu moins culturelle, elle est souvent financière, mais elle est financière, mais surtout il y a quelque chose d'important, c'est qu'elle a la force d'un réseau derrière elle, la force d'un réseau de 2700 agents pour notre caisse régionale, qui sont là et qui poussent tous dans le même sens. On est vraiment une banque du territoire, et qui plus est pour moi, en tant que Vansois, quand on vient vous voir, quand on vous dit on va organiser les 70 ans de la Chapelle Matisse, je crois que la question ne se pose pas, il faut tout faire pour arriver à aider cet événement. Nous avons participé, nous sommes fiers, heureux de participer, mais encore une fois, c'est la normalité, je pense. Alors il y a les gros événements comme celui-là, puis il y a aussi, parce que Karine Delmont, elle est souvent sollicitée pour les petites associations qui viennent, hein, on a un projet, etc. Vous êtes obligé de lui passer le micro, parce qu'au nom déjà de la mixité, moi j'ai un problème, parce que on n'est que des gars. Je suis vraiment en minorité. Hein. Voilà, donc, ah oui, hein, carrément. Oui, non, mais c'est vrai que vous êtes souvent sollicité, et en même temps, la banque, c'est pas que l'argent, c'est l'argent, hein, puisqu'il y a bien sûr besoin de l'argent, mais il y a aussi, vous sentez bien le territoire, c'est en fonction des projets, vous êtes un peu une sorte de thermomètre sur ce territoire, et l'état d'esprit, c'est vous êtes toujours dans cette bienveillance par rapport au projet. Tout à fait. Donc, en tout cas, moi, je représente le Crédit Agricole aujourd'hui. Je voulais vous remercier de nous avoir invités et je voulais vous dire au nom du Crédit Agricole qu'on est très fiers de participer à cet événement et d'être associés à la ville de Vence pour cet événement. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, c'est des caisses locales qui sont là pour soutenir le territoire, porter des projets. On est très souvent sollicité, effectivement, on est là pour soutenir la culture, la préservation du patrimoine, la création artistique. Et c'est vrai qu'au travers des caisses locales, on participe au rayonnement de la ville de Vence, au développement du coup économique, hein, et on est très très fiers d'être présents et d'accompagner tous ces beaux projets. Merci à tous, je vous dis merci, on pourra discuter parce que Jean, peut-être ne s'est pas rendu compte, mais quand il a culture et territoire, on pourrait parler des heures et des heures. Hein. Non, mais je me suis dit, c'est la nouvelle formule, il y a le grand oral pour le bac, on réduit tout, 20 minutes, un quart d'heure, on y va. Je me suis dit, c'est la nouvelle formule, il faut s'adapter. Alors, merci à tous, hein, que le musée de Vence vous remercie pour votre participation. On va passer donc à ce moment important, j'ai vu qu'il y avait Nadia Icard avec les conventions qui sont pas loin.
On va passer donc à ces signatures. Peut-être Jean, deux mots ou Gilles sur ces partenariats, le temps qu'on en installe un peu le dispositif. Oui, alors, pour ce qui concerne la microphonie, ça coule de source par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est l'adhésion de la ville de Vence au réseau des microphonies de France, exactement tout ce qu'a développé Thomas. Et donc, ce document officiel, c'est celui qui scelle le partenariat entre la ville et l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Pour ce qui concerne la réunion des musées nationaux Grand Palais, en fait, c'est un partenariat un petit peu innovant. Il y a en fait la volonté de la ville de Vence, la journée d'aujourd'hui en témoigne, de développer l'action du musée. On a aussi des travaux à mener pour l'accessibilité à tous les publics. Et du coup, la modernisation d'espace ne peut pas s'imaginer sans un travail de fond sur le programme culturel, sur la programmation elle-même, etc. Donc, travail sur le musée en lui-même au cours des années à venir, en termes de stratégie de développement, de positionnement, de programmation, de choix des thématiques d'expo, etc. D'autre part, on l'a évoqué rapidement avec Julien, la question de la Villa Lorraine, qui c'est ce bijou du patrimoine de la ville de Vence, dont l'objectif de la ville, je parle sous couvert de Gilles et de Monsieur le maire, est effectivement de réhabiliter la villa, de manière à ce qu'elle soit ouverte pour fin 2024, et donc de proposer à la fois, que ça devienne à la fois un lieu maticien et un lieu partagé avec l'université, à la fois pour une dimension universitaire et pour une dimension d'accueil d'artistes en résidence. Et il y a l'objectif de faire, de marquer le coup, si je puis dire, en réorganisant plus tard la venue de chefs-d'œuvre de Matisse avance comme on a essayé de le faire et a réussi en partie cet été. Et donc, pour ces différents projets, il nous a paru intéressant, et en fait, voilà, c'est moi qui ai sollicité des interlocuteurs de la RMN. J'ai déjà travaillé dans le passé avec la Réunion des musées nationaux, notamment pour des coproductions de grosses expositions. Et je leur ai dit, voilà la problématique, est-ce que ça peut intéresser la RMN de nous accompagner au cours des prochaines années? Et nos interlocuteurs, première table ronde en visio auquel nous avons participé, ont été, je crois, tout de suite intéressés par l'idée. Et donc ça se concrétise par un accompagnement de conseils stratégiques et d'assistance qui va prendre essentiellement le conseil, mais qui peut prendre d'autres choix, c'est la règle du jeu en fonction des métiers qui ont été évoqués tout à l'heure, au cours des prochaines années. Donc là, on scelle l'union partenariale entre la ville et la Réunion des musées nationaux Grand Palais sur ce que je viens d'évoquer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un point. Et Gilles, on dit quelque chose. Oui, juste un tout petit mot pour synthétiser, on va dire, ou conclure cette table ronde. Merci encore. Mais dans l'esprit, j'aimerais marquer quelque chose par rapport au territoire et à la culture, dans vos esprits. C'est-à-dire que, quand je parlais tout à l'heure de racines, etc., on a une identité à Vence, on a un territoire, mais je dirais même plus loin, on a une terre. Il y a une terre vensoise. Et ça, c'est ce qui permet l'émergence d'une culture. Et là, on est, si les partenaires parisiens et niçois et bancaires ont adhéré au projet, c'est parce qu'il y a une singularité vensoise. Bien sûr, via Matisse, mais pour Vence, voilà. Donc avant de passer à la signature des partenariats, et puis d'engager l'inauguration des... Mais on est dans les temps, je me suis aperçu, je suis étonné même, mais moins 5. D'engager l'inauguration des deux expositions et de la microfolie, je vous invite à rester témoin, bien sûr, de ces signatures. Voilà, je repasse la parole à Frédéric. Oui, alors moi c'est très simple. Nous allons donc amener la table pour la signature. Il faut un crayon surtout. Un petit livret qui récapitule tous les événements, le programme pour cet été, des concerts, des projections, des lectures, des visites, des ateliers, dans Vence, parcours entre la chapelle, la villa et le musée. Et puis vous l'avez vu, dans Vence, il y a partout des photos pour cette 70e
70e anniversaire, voilà, il faut que les crayons sont en place, anniversaire de la chapelle du Rosaire. Alors attention, photo, signature, je vais m'enlever. Oula, je ne vais pas m'enlever par là parce que ça va pas bien. Voilà, on inverse, deuxième signature. Ils sont tous droitiers. Moi non. Détail. Terminé, eh bien merci. Nous vous invitons donc à vous diriger vers le musée de Vence pour l'inauguration officielle de ce 70e anniversaire de la chapelle du Rosaire, hein, donc la chapelle Matisse, chapelle qui a été inaugurée, je vous le rappelle, en 1951. Voilà, donc direction le musée.